suite, retrouvez en direct Léa Seydoux aux rencontres 7e art Lausanne avec Flashback sur Séance Radio. Vous êtes là pour elle, donc je vous prie d'accueillir comme il se doit Léa Seydoux. On va être très très près. Non, attendez, tu vois, oui, tu veux que je mette un peu, je vais me mettre comme ça devant toi. Si on est très près, mais il y a un côté, c'est plus conversation que psychanalyse, tu vois, t'es pas allongé, on est les deux assis. On est très heureux de te recevoir, parce que souvent dans les écoles de cinéma, on a pas la mauvaise idée, mais on a plutôt l'habitude de recevoir des réalisatrices, des réalisateurs, des productrices, des producteurs, des techniciennes, des techniciens, et puis on donne moins souvent la parole à des comédiennes ou des comédiens, ou alors des comédiens ou des comédiennes qui ont une très très longue carrière derrière eux. Et puis, quand la proposition a été faite, c'est la possibilité de pouvoir t'accueillir ici avec elle, on a sauté évidemment sur l'occasion, parce que tu as une carrière, on va pas dire atypique, parce qu'elle n'est pas atypique, mais elle est vraiment très, comment dire, elle est très daring, elle est très audacieuse. Voilà, elle est très audacieuse parce qu'il y a à la fois des films d'auteur, il y a des films de grands spectacles français, américains, il y a des films d'auteur, des films hollywoodiens. Est-ce que quand tu as imaginé travailler dans ce métier, devenir comédienne, est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais ou tu t'es laissé porter par des envies, où il y avait une sorte de but final vers lequel tout tendait, qui n'est peut-être pas encore atteint pour le coup, mais une direction générale? Alors déjà, bonjour, merci d'être là. Alors alors, comment je peux répondre à cette question? C'est compliqué, c'est compliqué. À la fois, évidemment que j'imaginais pas du tout que je travaillerais avec tous ces gens. Et en même temps, je croyais en ma bonne étoile, d'une certaine façon. Donc j'espérais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement. Voilà. Mais par exemple, travailler dans le cinéma hollywoodien avec des réalisateurs américains, c'était en fait dans le fond un objectif, ou c'était arrivé comme ça et t'as dit ah bah tiens pourquoi pas? Il y avait quand même ce but-là, cette direction, ou pas du tout? Alors après, je suis un cas assez particulier parce que je voulais pas spécialement être actrice enfant, donc c'est un peu un hasard. Et en même temps, je l'ai vraiment voulu, c'est-à-dire que j'ai pas été repérée dans la rue, c'était vraiment un choix de devenir actrice. Donc j'ai commencé par faire des castings, j'ai commencé par prendre des cours de théâtre, ensuite j'ai fait des castings et c'était très difficile au début parce que je suis quelqu'un de très timide et justement j'avais pas commencé à prendre des cours enfant, donc vraiment je me suis jetée dans la gueule du loup d'une certaine façon, et voilà, j'avais envie de faire partie de ce monde-là, mais je savais pas exactement quel était le bon chemin, parce que c'est vrai que finalement être acteur, il n'y a pas de voie spécifique, c'est-à-dire que tout le monde y arrive par un chemin différent. Et voilà, donc en même temps c'était à la fois très confus et à la fois mon envie était assez claire. C'est un peu étrange. Mais on entend souvent le fait de dire je croyais à ma bonne étoile, mais en fait ça se disait quoi dans ta tête? Tu disais de toute façon ça va passer, ça va arriver. C'est une chose qui était en moi, c'est-à-dire que je sentais une force, une force vitale, une envie sans doute une force créative. Et en même temps, je ne savais pas comment j'allais pouvoir exprimer ce que j'avais en moi. Mais je pense que c'est, pour faire court, je pense que c'était... en fait, c'était le seul moyen que j'avais de m'exprimer à travers le monde, c'était de faire ça, de jouer en fait. Et donc c'était vital. Je n'avais pas de plan B. C'était ça ou rien. Enfin, et en même temps, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que venant de là où
de là où je viens, enfin, avec mon nom de famille, c'est vrai que c'est bizarre parce que les gens pensent que en fait je suis que j'ai grandi dans ce monde-là, alors que en fait pas du tout. C'est vrai que c'est très bizarre, mais je n'ai pas du tout grandi dans ce monde-là. Je n'allais pas vraiment sur des plateaux quand j'étais enfant. Je connaissais pas vraiment d'acteurs, voire pas du tout. Est-ce qu'on avait essayé de te protéger de tout ça? Enfin, on a essayé de garder en dehors de ce monde-là, ou c'était toi qui ça t'intéressait pas? Non, pas du tout. C'est que je pense que c'était pas une volonté de la part de mes parents, c'était juste comme ça. Je n'ai pas baigné dans ce monde-là. D'abord parce que c'est mon grand-père qui est producteur, donc c'est déjà pas ma famille, enfin c'est pas proche. Et non, mon père, ça ne l'intéressait pas, le cinéma ne l'intéressait pas. Et ma mère, elle a été productrice, elle a produit 2 films, mais vraiment des films enfin des tout petits films qui, je crois, ont dû sortir dans 2 salles. Mais non, voilà, elle me piquait mes vêtements donc pour l'acteur, parce qu'elle produisait un film de Moussa Touré, je crois. Moussa Touré, ouais. Moussa Touré, qui s'appelle Toubabbi, que moi j'ai jamais vu, mais il y avait un enfant dans le film, et en fait, donc elle me piquait mes vêtements pour les donner à l'enfant, parce que c'était un tout petit budget. C'est un peu les souvenirs que j'avais comme ça. Je savais qu'elle était productrice, mais je savais pas très bien ce que ça voulait dire, donc c'était un peu confus. Et c'est vrai, hein, quand j'ai dit que je voulais être actrice, tout le monde a pensé que c'était une blague. Donc vraiment. Mais à cause de ta timidité? Pardon? À cause de la timidité, tout le monde s'est dit mais à cause de la timidité, puis surtout, vraiment les gens, c'est presque comme si une mouche m'avait piqué. Parce que c'est pas du tout quelque chose, j'étais pas du tout prédestinée à faire ça. Enfant, j'avais pas du tout envie d'être actrice, non, vraiment. Je savais même pas que ça existait en fait. Bizarrement. Mais du coup, quand on va à des castings, qu'on est extrêmement timide et qu'on voit à côté de soi plein d'actrices qui sont très extraverties et qui viennent avec une sorte de facilité, les gens disent non au départ, ou ils disent bah, vous serez pas prise, c'est pas vous. Et est-ce qu'on se demande pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu prends des cours? Comment tu fais en fait pour convaincre, pour combattre cette timidité? Oui, alors. Ou alors on la garde. Oui. Alors donc j'ai commencé par faire des castings, mais j'étais morte de trac, puisque je suis quelqu'un de très timide. Donc en même temps, ça me paraissait assez logique de ne pas être prise, de ne pas être choisie. Et c'était très difficile. Donc la première chose que j'ai eu à faire, c'est de vaincre ma timidité. Et je crois que je ne savais même pas ce que ça voulait dire savoir jouer. Enfin d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose de très étrange. Mais on vainc sa timidité ou on l'utilise? On vainc sa timidité, mais je pense que c'est quelque chose... c'est difficile à expliquer, c'est une chose qu'on... Je pense que c'est... En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était plus fort que moi. C'était un besoin vital de m'exprimer. Et donc, j'avais cette timidité, mais en même temps, je voyais bien que j'avais des choses à dire, des choses à raconter. Et en fait, c'est vrai que quand je joue, j'ai l'impression de communiquer quelque chose. Donc c'est une forme de langage, en fait. C'est de communiquer avec le monde. Mais est-ce qu'après ça ne devient pas aussi un atout? Parce que l'image qu'on peut avoir de toi sans te connaître, peut-être comme spectateur, c'est qu'il y a une forme de fragilité que tu sais exploiter en fait à l'écran. Et c'est vrai quand je disais que tu es une actrice atypique, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu à part. Il y a une sorte de quelque chose de plus, je sais pas, de plus fragile qui est utilisé et qui est exploité dans les films. Mais est-ce que cette timidité, c'est pas devenu un atout? Une sorte, pas de marque de fabrique, mais vraiment un atout dans la façon dont tu es à l'écran et dont tu joues? Peut-être. En tout cas, c'est sûr que je pense que je suis enfin, je suis un petit peu, comment je pourrais dire, un cas bizarre. Un cas bizarre. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et en même temps, oui, enfin, en tout cas, j'ai inventé peut-être une façon de jouer. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais dire ça, peut-être, ouais. Il y a quelque chose de peu français.
je sais pas comment dire, quelque chose de peu français dans le jeu. C'est possible. Peut-être parce que dans le fond, et le texte et la présence comme ça, et le fait d'avoir des caractères ça passe par autre chose. Je me suis toujours demandé si c'était pas pour ça aussi que les Américains, du coup, c'est-à-dire il y a quelque chose d'étonnamment plus physique dans la présence, de très fort comme ça, qui finit par absorber le film, qui n'est pas très français. Une sorte de présence à l'écran très très forte. Écoutez, merci beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire jouer français ou pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue dans un film, c'est mon premier film. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas d'automatisme, pas de technique, vraiment. Après, maintenant, je commence à me connaître un petit peu, donc je sais quels sont mes points forts et mes points faibles. Et je travaille là-dessus. Et comment ça se passe? Alors justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, je commence maintenant un petit peu à me rendre compte ou à me connaître un peu mieux? Il y a un film en particulier ou c'est petit à petit, film après film, que ça se produit? Je pense que ça se produit film après film, que aussi l'expérience de la vie, de vivre des choses forcément nous traverse, nous nourrit, nous complexifie. Donc ça c'est une chose que j'utilise pour jouer. C'est-à-dire qu'en fait je suis mon propre instrument, ça c'est sûr, mais je me nourris de ma propre expérience et de mon propre vécu. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, j'en pose une deuxième qui découle de celle-ci. Suzanne Bier, tout à l'heure, la réalisatrice, parlait en fait dans le fond de la peur que l'on a. Quand on est réalisatrice ou réalisateur, quand on arrive sur le plateau le matin, on a peur. Les comédiens aussi ont une sorte de peur. Est-ce que cette peur de la première fois, tu dis j'ai l'impression de refaire toujours le premier film, est-ce que c'est une peur qui est identique chaque fois? Est-ce qu'il y a toujours cette peur, cette angoisse? Et est-ce qu'elle est porteuse en fait dans le fond d'énergie, ou est-ce qu'elle a tendance à ne pas évoluer et être toujours très très présente au même niveau? Oui. Ah oui, la peur est une chose avec laquelle, personnellement, je travaille beaucoup. C'est sûr que ma peur, j'essaye de la transformer. Et c'est la même qu'au premier film? C'est la même que la première fois? Oui, c'est la même, voire intensifiée. Ça va pas en s'améliorant? Avec l'âge, non. Qu'est-ce qui prend le relais? C'est justement le fait d'avoir peur d'être dans une technique, justement? Tu disais... Non, je crois que c'est la peur alors là, c'est la peur de la page blanche. Je pense que c'est la peur de... Bah oui, c'est la peur de la page blanche, de la fabrication. Enfin, c'est pas vraiment la fabrication, mais de la... Enfin, si, c'est un peu comme être au bord d'un précipice. On a l'impression c'est avant de sauter dans le vide. Et en même temps, c'est vrai qu'avec le... je dois dire que c'est un sentiment qui aussi... qui rend assez addict. On peut devenir addict à ce sentiment de peur, mais en tout cas, la peur est là, oui. C'est un peu un rendez-vous avec la mort. Ah oui, c'est vrai. Non, en fait, je dis ça parce que c'est un metteur en scène de théâtre qui avait dit ça une fois, et je trouve ça assez juste. En fait, c'est toujours un rendez-vous avec soi-même, avec le vide, en fait. Avec une sorte d'inconnu. En fait, exactement. Quand on commence un film, on ne sait pas vraiment... C'est plutôt ça, c'est plutôt de l'inconnu, oui. C'est une forme de... Et ça veut dire que, par exemple, la préparation, là, il y a plein de... On va leur passer la parole, d'ailleurs, parce qu'ils ont une liste de questions grandes comme le bras, mais il y a plein de jeunes réalisatrices et de réalisateurs qui s'apprêtent maintenant à tourner avec des comédiens et des comédiennes dans les semaines qui viennent, et ils se disent toujours, mais qu'est-ce qu'on doit leur dire avant, pour pas qu'ils aient peur, justement, comment est-ce qu'on doit les informer de ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est quelque chose, toi tu aimes bien être gardé dans le mystère? Est-ce qu'il faut beaucoup parler, beaucoup raconter le film, ou pas trop, pour entretenir un peu aussi cette peur de sauter dans le vide? Vous voulez dire raconter le film aux acteurs? Oui. Ça, après, c'est très personnel. Je sais pas, il n'y a pas de recette. Personnellement, je n'aime pas trop raconter le film, parce que j'aime le raconter à travers l'image, en jouant. Si on met trop de mots, peut-être que ça perd justement son mystère. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Ça, c'est sûr. Quand on est metteur en scène, il faut pas avoir. Il faut embrasser sa peur
Et je pense que quand on est acteur, il faut aussi l'embrasser parce que c'est une source de créativité. Donc voilà, mais après il faut enfin il y a quand même il faut pas jouer qu'avec la peur non plus parce que sinon Et c'est quelque chose qu'on montre en fait dans le fond au réalisateur, le fait qu'on ait peur, ou c'est plutôt quelque chose que tu essaies de cacher? De dire je vais pas trop montrer que je suis impressionné, que ça me fait peur, que je suis au bord du précipice? Non, je pense qu'il faut ni le cacher, ni non plus être complètement obsédé par sa peur. Il faut l'accepter, il faut l'intégrer et voilà, et puis y aller surtout. Après, c'est sûr qu'il y a un moment où c'est important d'avoir un lâcher-prise. Ça, c'est important. Et puis il y a un principe de plaisir qui prend le dessus quand même, parce que là on est en train de parler de... Bien sûr, mais c'est très agréable quand par exemple, quand on sent cette peur et qu'on arrive à la canaliser, à la transformer, c'est un sentiment après c'est un sentiment extraordinaire. Alors, on va regarder un premier extrait, et puis ensuite il y a des questions qui suivent ce premier extrait. Je ne sais pas quel est le premier qu'on envoie, mais ça va être la surprise. C'est ce que tu veux. J'ai pas de pote, hein. Je sors plus beaucoup. Vous prendrez peut-être un café? Vous voyez comme ça, toute votre vie, tous les deux. Mais qu'est-ce que t'as pu te foutre là? Tu leur fous la paix un peu, ouais. Mais merde, toi, à la fin, putain, je te parle pas, est-ce que je te parle? T'as fini de me les casser comme ça tout le temps, putain, de me reprendre à chaque fois que je parle, de me dire de fermer ma gueule, de me dire que je suis conne. Je te demande rien, ok? Alors t'arrêtes de me faire chier. Les enfants, non, là par contre, non. T'as vu comment il me parle? Comment tu me parles? C'est mérité. Tu me parles pas comme ça d'habitude, hein, je suis là. Mais je commence là, ok? Je te parle comme je devrais parler quand tu m'emmerdes. Ah non, j'ai compris, ok, d'accord. Oh, c'est trop mignon. Mais t'es mimi, toi. Hein? T'as envie d'avoir l'air cool devant ton frère, c'est ça? C'est comme ça parce qu'il est là. C'est ça? C'est toi qui essayes d'impressionner Loulou. Hein? Ça marche? Elle t'impressionne, Loulou? Hein, Loulou? Loulou! Oh, Loulou! Loulou! Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Maman, putain! Suzanne, les voisins. N'importe quoi, d'accord? N'importe quoi, rien à voir avec Louis. Pourquoi tu veux toujours m'humilier? Pourquoi tu veux toujours humilier tout le monde? Merde, fais chier, putain! Mais Suzanne, mais reviens! Oh là là, mais que toi tu la laisses partir! Tu reviendras. Oh. Alors je crois que Rodrigo a une question, il faut que vous levez la main pour qu'on vous apporte un micro. Ah, il est ici. Il y a quelqu'un, il y a un micro qui se promène. Vous êtes là, attendez, je vais passer le mien, ça va être plus simple, parce que vous êtes trop loin. Bonjour, du coup Fanny. Donc nous trouvons, avec Rodrigo, que vous êtes une actrice qui se démarque dans des moments d'émotion plutôt explosives. Et donc on aimerait savoir comment est-ce que vous atteignez ces émotions-là et comment est-ce que ça se passe au niveau du tournage, si les prises se répètent les unes, enfin s'enchaînent vraiment toute la journée dans cette même impulsion, et comment est-ce que vous préparez ces scènes-là? On pense surtout à la fin du film. Bonjour. Alors, c'est une bonne question. Il y a pas vraiment j'ai pas vraiment de technique. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je commence à me connaître un peu. Alors les scènes d'émotion comme ça, c'est toujours des scènes, enfin pour moi, un peu difficiles parce que j'ai l'impression vraiment de m'exposer. Enfin, on offre sa vulnérabilité.
Donc voilà, j'ai trouvé un peu difficile, et puis souvent j'ai un peu honte, enfin c'est comme si j'étais vraiment nue, donc j'ai cette gêne presque de faire voilà, jaillir comme ça quelque chose qui est très intense. Mais par exemple pour la scène de la fin du film de Xavier, c'était spécial parce que évidemment quand on tourne dans un film ou quand on joue dans une pièce de théâtre, ce qui n'est jamais arrivé encore, il faut toujours il y a toujours une contrainte à respecter. Donc le tout est de pouvoir être libre malgré la contrainte. Donc dans la scène de la fin du film de Xavier, je suis la dernière qui est passée, en fait, enfin on a fait le plan sur moi à la fin. Donc ils ont commencé par les autres, donc on est 5 je crois, et donc j'étais à la fin, et en plus c'était un tournage qui était particulier aussi, celui-là, parce qu'il était très court. Donc je crois que c'était le dernier jour de tournage, et donc je savais qu'il y avait cette scène comme ça qui était la scène, le point culminant de l'émotion du film. Et en plus j'avais une certaine idée de la scène, c'est comme ça que je la voyais. Et je me demandais si j'allais réussir à justement exprimer cette émotion très forte, je sais pas comment je pourrais la dire, cette tristesse. Donc j'étais enfin voilà, j'étais très anxieuse à l'idée de faire cette scène. Et c'était pour moi le point aussi, c'est tout mon personnage se racontait à travers cette scène. Bref, et le film aussi, donc, puisque c'est donc le départ du personnage de Gaspard Ulliel. Bref, pour dire, donc c'était difficile parce que j'ai dû donc faire la scène sans lâcher prise. Donc je contenais en fait l'émotion, donc je me mettais dans tous les états pour donner aux acteurs, voilà, pour leur donner et être présente. Et en même temps, je me disais, je ne peux pas non plus exploser parce que je pourrais pas exploser à chaque fois. Enfin, moi, je suis une actrice qui ne peut pas donner la même chose à chaque prise. Il y a des acteurs qui y arrivent, et moi, j'y arrive pas. Et en plus, je n'en ai pas envie. C'est-à-dire que j'aime quand même garder. Pour moi, c'est aussi un cadeau que de s'offrir comme ça à un film, à une histoire, à des spectateurs. Donc voilà. Et donc j'étais la dernière à passer. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette scène, vraiment je me suis complètement abandonnée à la scène. Et je dois dire que c'était un moment très fort du film et un moment très fort du tournage, parce que toute l'équipe était extrêmement émue. Et en fait, toute l'équipe pleurait sur le plateau. C'était vraiment assez, enfin c'était assez beau, et puis c'était émouvant, et voilà. Mais en tout cas, j'ai donné cette chose-là. Je crois que j'ai dû faire peut-être 2 prises, et c'est tout. Ce que racontait Ursula Meyer, elle disait en fait que dans le fond, il y avait toujours une prise qui était la prise absolument géniale, mais qu'on ne sait jamais quand elle va arriver. Que des fois c'est la première, que des fois c'est après 3 fois, 4 fois, mais qu'on est sûr que dans le lot, il va toujours en avoir une qui est absolument juste du début à la fin. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, en fait. La seule chose que toi, tu peux retenir, c'est quand tu n'es pas à l'image, de garder une certaine énergie pour quand tu seras dans le plan. Mais sinon, est-ce que c'est par exemple par où tu dois repasser, après qu'on ait dit que la prise était bonne, de dire est-ce que c'est capable d'en refaire une de la même façon ou pas du tout? Bah oui, c'est vrai que c'est l'actrice que je suis, si je peux dire ça. C'est vrai que je peux jouer très faux aussi. Parfois, ça m'arrive vraiment de faire des prises très mauvaises. Et je pense qu'il y en a qu'une seule qui est bonne avec moi. Je n'arrive jamais à répéter la même chose. Je suis pas mécanique. Donc, il y a des metteurs en scène qui aiment bien, et il y a des metteurs en scène que ça peut énerver parce que, au contraire, ils doivent faire plein de plans
Et ils ont besoin à chaque fois de retrouver la même chose. Mais encore une fois, j'y travaille, j'essaie de m'améliorer. Donc voilà. Bonjour, je suis ici. J'ai une autre petite question du coup. Je voulais savoir un peu, pour vous, quelles étaient les méthodes de direction d'acteurs qui fonctionnaient le mieux. Par exemple, ici, dans Juste la fin du monde, j'imagine c'était plutôt écrit, alors que par exemple dans le film de Keshish, c'était plus de l'improvisation. Est-ce que vous avez une préférence pour l'une ou l'autre des façons de vous diriger? Bonjour. C'est très intéressant votre question. Oui, en fait, c'est sûr que tous les metteurs en scène ont leur façon de mettre en scène leur film et ont leur méthode. Avec Abdelatif, lui, il cherche un épuisement. C'est-à-dire qu'il va trouver sa matière dans l'épuisement. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout quelque chose qui, je dois dire, qui me convenait. Et d'ailleurs, qui m'amuse. Parce qu'il y a un moment où ça me, au contraire, ça me... Je perds le plaisir. Et pour moi, quand même, il y a quelque chose d'assez magique dans l'acte de filmer. Et j'aime que ça reste comme ça, assez sacré. Et en fait, ça désacralise totalement le fait de faire des prises et des prises pendant plusieurs jours. Donc, pour moi, la méthode Keshish, c'était pas forcément la meilleure. Après, l'impro, pareil. Non, l'impro, je crois que je suis pas si à l'aise avec l'impro. Et le film d'Abdelatif, c'est vrai qu'il y en avait quand même. Mais alors le film de Xavier était un film très écrit. Il n'y avait pas du tout d'impro, parce que c'était adapté de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, qui est voilà très... enfin, elle a une structure très, très spécifique, et c'est vraiment une adaptation. Il l'a très très bien adapté, je trouve. Et il voulait absolument qu'on dise voilà les mots qu'il avait écrits. Et je trouve que c'était très très bien, très bien écrit. Donc c'est toujours agréable de dire un texte bien écrit. Et ce que je préfère, non, ce que je préfère, c'est travailler avec des gens intelligents et sensibles. Même si dans le fond, au moment du tournage, il y a quelque chose qui ne convient pas. Quand tu dis par exemple, c'est pas du tout les choses que j'aime faire, l'improvisation, bien l'improvisation, oui, mais peut-être cette espèce de côté d'être en conflit. Est-ce que c'est aussi une façon de travailler, en fait, dans le fond, d'être dans le conflit avec le réalisateur? Est-ce qu'on arrive à jouer quand, en fait, ça se passe mal en dehors? Ce qui à l'image est formidable, mais, en fait, dans le fond, est-ce que là, il y a un plaisir ou il y a une limite? Après, tout ça est très personnel. C'est vrai que, personnellement, moi, j'aime pas trop qu'on me fasse souffrir, qu'un metteur en scène me fasse souffrir. Il va pas trouver, il va pas pouvoir avoir le meilleur de moi s'il me fait souffrir, parce que pour moi il n'y a pas de... Enfin, ça m'intéresse pas. En fait, ça voudrait dire que je suis une mauvaise actrice si j'ai besoin de souffrir pour bien jouer. Alors que non, moi j'aime réfléchir enfin réfléchir. Oui, j'aime en amont du film, parce qu'à partir du moment où on joue, il faut évidemment plus réfléchir. Mais j'aime que, enfin, je veux dire, ça raconte quelque chose. Il y a une histoire, il y a une histoire dans la forme et dans le fond. J'ai des choses que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie d'exprimer. Donc ça, j'en ai envie. Par exemple, quand je parlais de la scène de Dolan, j'avais une idée comme ça de la scène de fin. Je me disais, ah tiens, c'est comme ça que j'aimerais la faire. Je crois que j'ai réussi à faire ce que j'avais envie. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même une subjectivité dans ce que je fais. C'est pas... je suis pas, complètement... je suis pas un pantin ou une marionnette. Tu l'as dit plusieurs fois en parlant d'avoir peur de pages blanches, de pouvoir exprimer des choses. L'idée, évidemment, d'être un créateur quand on est un acteur, c'est très présent depuis le début de notre discours, de se dire, j'ai une idée sur le rôle et je veux qu'elle apparaisse à l'écran. Oui, complètement. Et puis c'est aussi un... Comment dire... c'est un point de vue. Enfin, c'est mon point de vue, c'est ma façon à moi peut-être d'être engagée aussi, de jouer. Alors, tu as dit aussi que tu n'avais pas fait de théâtre. Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une grande croyance au cinéma en tant qu'art de montage? C'est-à-dire de se dire, quand je joue, par exemple, je ne suis pas bonne sur toutes les prises, mais en fait, au cinéma, c'est intéressant parce que je fais plusieurs propositions, et qu'ensuite, on sait qu'on va passer par du montage, et qu'il n'y a pas forcément la croyance qu'il faut que sur le moment du plateau, il se passe forcément quelque chose de très vrai.
Est-ce que c'est un peu ça, l'idée de se dire qu'il y a une grande partie du jeu qui se gère aussi avec le montage, avec ce qu'on va donner dans d'autres Non, prises? justement non. Ça, j'essaie pas de penser au montage et je cherche la vérité. C'est vrai. Je suis un peu obsédée par la vérité d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a que ça qui m'intéresse, de façon générale. Alors on regarde peut-être un extrait de La vie d'Adèle, et puis je crois qu'un monteur va poser une question. Nikita, vous êtes où? Il s'est dégonflé, c'est ça, il va vous poser la question. Nikita? Il est là, je vous passe, on regarde un extrait de La vie d'Adèle d'abord. Ça arrive souvent de dessiner les gens que tu rencontres? Non, pas souvent. J'avais envie, c'est tout. Ça va, mes cheveux, ça fait pas trop banane un peu? Non, c'est joli. C'est comme ça. En fait, je fais rarement des portraits. Et quand j'en fais, je choisis un détail que je réutilise ensuite. Tu vois? Autrement. Ça peut être une plissure près des lèvres, ou une émotion dans le regard. La mystérieuse faiblesse des visages d'hommes. Tu connais cette phrase? Non, je connais pas. C'est Sartre. Tu connais? Je connais Sartre, mais je savais pas. J'ai lu un peu ses dessins, mais à chaque fois je comprends rien. Je préfère ses pièces de table de toute façon. Par exemple, t'as lu Les Mains Sales? Ouais. J'adore. Moi aussi. Tu devrais lire l'existentialisme et l'humanisme. C'est une bonne intro à sa philosophie. Puis en plus, c'est assez accessible. En fait, Sartre pose comme principe que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, on est au monde, on existe, et c'est qu'ensuite qu'on se définit par ses actes. En fait, ça nous donne une grande responsabilité. Mais je crois que j'ai lu. Non, d'ailleurs, je l'ai lu en fait. Ah ouais? Ouais, mais j'ai rien compris. Je sais pas, je dois être nul en philo, mais tu vois, par exemple, ça, ce que tu dis, l'existence, l'essence, tout ça, moi, ça me rappelle l'histoire de la poule et de l'œuf. Je sais pas qui était là le premier, bah au final, je me dis que de toute façon, je saurai jamais vraiment, quoi. C'est marrant. En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Ouais. Presque. Je suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois, elles sont Get Up, Stand Up. Bah ouais, je vois. Bah, je trouve qu'il est engagé. Ouais, c'est vrai. C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes histoires de philo, parce que t'as l'air... Bah écoute, quand tu veux. Ouais, il faut que j'y aille. J'avais rendez-vous à 7h avec Sabine et il est 7h15. Je te montre? T'es pas obligé d'aimer, hein. Tiens. Si, j'aime bien. C'est étrange parce que ça me ressemble, mais en même temps, ça me ressemble pas. C'est un croquis, hein. J'ai encore quelques petites retouches à faire. Je te le donnerai. Ça fait longtemps que t'es avec Sabine? Ça fait, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça. Pourquoi? Il faut vraiment que j'y aille. Tu fais quoi cette semaine? Bah, je suis en pleine révision. Mais si tu veux, je viens t'accorder un moment. Non, ouais, j'aurai du temps. Bah, je te donne mon numéro. Tu me promets de m'appeler? Tant mieux. Ok.
en plus. Ça marche. Bonjour. J'aimerais savoir si votre jeu est influencé par la valeur de plan qui est choisie par les réalisateurs. Est-ce que vous trouvez qu'avec un plan rapproché comme ça, ça change, ça influence quelque chose dans votre comportement? Ou bien est-ce que vous laissez couler et puis vous laissez les réalisateurs se débrouiller avec le découpage? C'est une très bonne question. Parce que oui, en effet, je joue en fonction de la valeur du plan. Même si j'aime pas savoir en général la valeur du plan, mais je sens la caméra. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais quand une caméra est trop loin, j'ai du mal à jouer. Et plus elle est près, plus j'arrive. J'ai l'impression qu'elle capte plus les subtilités, les détails, et que en fait, ça m'aide à jouer. C'est vrai que j'ai l'impression que quand la caméra est loin, forcément, donc on voit plus le corps, et que peut-être il faut jouer, exprimer les choses à travers le corps différemment. Alors que pour moi, le cinéma, c'est quand même l'art de l'image, et donc, moi, c'est vrai que j'aime bien voir les acteurs et les visages en gros plan. Voilà. Et après, ce qu'il y a, là, je te regarder l'écran, beaucoup d'actrices se détournent, ne regardent même pas se revoir, etc. Là, on a l'impression qu'il y a même un certain plaisir à revoir des scènes. Est-ce que c'est le cas? Être étonné de se dire j'ai joué ça, tiens. Non, en fait, c'est parce que j'ai tous les souvenirs qui me reviennent. Évidemment, quand je vois un film, le souvenir que j'en ai, c'est évidemment la fabrication du film. Donc je me souviens très bien quand on était dans ce parc, quand on a passé des jours et des jours à faire cette scène. Adèle, et voilà, qui est très drôle, et donc je la voyais, et c'est plutôt ça qui revient. Après, je me regarde à l'écran, c'est vrai que ça me gêne toujours de me voir, enfin plus ou moins, mais et je crois que cette scène, en fait, la seule fois où j'ai vu le film, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, c'était à Cannes, c'est tout, je l'ai jamais revu depuis. Pourquoi? C'est le cas pour tous les films ou seulement pour celui-ci? En fait, avant, donc, mes premiers films, j'avais tendance à me regarder comme ça et j'étais un peu obsédée par l'idée de mal jouer. Donc déjà, ça, j'essaye, parce que ça m'obsède encore un peu, mais j'essaye de l'oublier, parce qu'il n'y a pas bien joué ou mal joué, en fait, ça n'existe pas. Mais je veux plus me regarder, et surtout, d'abord, je joue pour les autres, je joue pas pour moi. Donc, je regarde le film une fois quand même pour avoir une idée du film, et puis c'est tout. Mais par exemple, il y a quand même quelque chose qui, film après film, s'apprend, même de façon inconsciente, c'est que la première fois qu'on est filmé dans un film et qu'on découvre le film au montage, que ce soit à Cannes ou dans une autre projection, on se dit, ah tiens, le gros plan produit ça, un plan moyen produit cette chose-là. Est-ce que, film après film, on a de plus en plus conscience de ça? De se dire, je sais que là je suis en gros plan, je vais plutôt produire cette chose-là, ou pas du tout, on n'y pense pas du tout quand on... Bah si on y pense, par exemple, on y pense, mais c'est vrai que c'est bizarre, parce que on y pense, on a des idées de comment jouer une scène, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas. C'est très... Tout ça est de l'ordre des idées. Donc quand on se voit à l'écran, c'est vrai qu'on a le résultat de son idée, de son imagination, de ce qu'on a voulu exprimer. Donc après, c'est vrai que les gens... Alors est-ce que les gens perçoivent les choses comme nous, on les perçoit? Est-ce que vous êtes traversé de la même façon que moi je suis traversée par une scène, une situation? Parfois oui, parfois non, chacun a sa propre interprétation. Et c'est ça qui est bien, mais pour en revenir à ce que vous disiez sur le fait du plan large ou du plan serré, après je commence à me connaître un petit peu, donc je sais les choses pour lesquelles
ce sur quoi je suis plutôt bonne et au contraire mes défauts. Et donc du coup, des fois, on se dit, on ferait mieux de faire en plan, ça m'aiderait si c'était un plan large et qu'on était moins serré. Est-ce qu'on discute de ça avec le réalisateur? Est-ce que tu discutes de ça avec le réalisateur ou pas du tout? C'est vraiment... Si, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé de dire au réalisateur, non, là, ce serait peut-être mieux que tu le tournes en plan serré, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut saisir et qui se saisit, voilà, dans le visage. Ou alors, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficilement exprimables, des scènes qui finalement sont difficiles à jouer, sonnent un peu bizarres. Donc peut-être que oui, il faut les faire, ou il faut les tourner de dos ou de loin. Et par exemple, est-ce que Xavier Dolan, on lui en veut quand on se dit je vais passer à la fin, alors que c'est moi dans le fond qui doit exploser à un moment donné, et la scène est beaucoup sur toi, voilà, c'est surtout sur ton personnage, on est très centré sur ce personnage-là, on se dit pourquoi est-ce qu'on me fait passer à la fin, en fait je vais devoir me retenir. Ah, c'est sûr qu'on se dit pourquoi, mais en même temps j'avais pas envie de lui dire, oui. Parce que j'avais une idée, je me disais si jamais je l'exprime et que je lui dis, peut-être qu'elle va s'envoler et qu'elle va disparaître. Donc non, c'est une chose que je gardais pour moi, mais oui, en effet, c'était difficile de passer la dernière à la fin de la journée, mais en même temps, il m'a pas dit de faire ça. C'est-à-dire que la façon dont j'ai joué cette scène, c'était ce que moi je pensais juste. Alors, il y a un micro qui est à votre disposition, il faut que vous leviez la main simplement pour qu'on vous le passe et que vous puissiez poser des questions que vous le désirez. Monsieur là-bas, vous arrivez à placer de l'autre côté? Relevez bien la main qu'on voit juste qui était là. Voilà. Ah oui. Alors, bonsoir. Déjà, c'est un grand honneur de pouvoir vous parler même à travers un micro. Merci, c'est gentil. Alors, j'ai pas de papier, rien n'est écrit, on parlait de ça. D'ailleurs, c'est plutôt à l'improviste comme question, mais il y a un truc qui me perturbait, c'est est-ce que vous, dans votre carrière personnellement, à quel moment et pourquoi en fait, j'en connais pas assez sur votre biographie personnelle pour savoir à quel moment l'anglais est entré dans votre carrière, mais à quel moment c'est devenu essentiel de parler couramment anglais, quoi. Je sais que vous êtes avec beaucoup de réalisateurs anglais, américains. Je sais pas si vous êtes, en fait, j'en sais pas assez pour savoir si vous êtes né, bilingue de naissance, d'éducation en tout cas. Voilà, c'est un peu ça. À quel moment vous avez... En fait, ça n'a pas été un choix, vraiment, parce que j'ai appris l'anglais, c'est vrai, j'ai eu la chance petite. Mais encore une fois, comme tout ce que j'avais comme tout mon... Je sais pas comment le dire, mon parcours, oui, mais c'est-à-dire que tout était, ça j'ai pas trop dit, c'est vrai que c'était un peu chaotique. J'étais une très mauvaise élève à l'école, et tout ce que je faisais d'ailleurs, je le foirais, quoi. Donc c'est pour ça que quand j'ai dit que je voulais être actrice, tout le monde m'a rayonné en me disant tu y arriveras jamais. Et donc l'anglais je le parlais, mais je le parlais pas très bien. Je l'ai appris parce que j'allais aux États-Unis quand j'étais petite, que je faisais des colonies de vacances là-bas, mais en même temps j'étais toujours un peu larguée et je comprenais un mot sur 4. Puis en même temps il y avait ce truc où j'ai quand même vu la culture américaine quand même. Je voyais ces filles qui avaient mon âge, parce que j'y suis allée et j'étais très petite. Donc ces petites filles qui étaient américaines et qui avaient une façon de vivre qui était quand même très différente de la mienne. Donc la chose qui m'a aidée, je dois dire, c'est bon, évidemment ça a développé mon oreille musicale. Donc l'accent, c'est une chose que j'ai bien saisie. Et ensuite, ce qui était pas mal, c'était le fait de partir à l'étranger et de devoir s'adapter. Donc ça, le fait de s'adapter, c'est un truc qui est quand même très important. Et je pense que quand on est acteur, c'est une qualité très importante. De pouvoir non seulement s'adapter justement
à tous ces metteurs en scène qui ont des façons de diriger et de mettre en scène différentes, mais aussi par exemple, le fait d'avoir voyagé, donc ça c'est aux États-Unis, mais même ailleurs, ça m'a ouvert quand même au monde. Et je crois qu'aujourd'hui, ça me permet quand même de naviguer d'ailleurs dans des univers très différents. Et je ne parle pas que des univers, comment dire, que dans des cultures différentes, parce que j'ai travaillé avec des gens un peu de plein d'endroits différents, mais aussi de même socialement. C'est-à-dire, j'aime bien me dire que je ne vais pas jouer qu'une sorte de personnage dans ce milieu social précis, par exemple. Bon, voilà. Enfin, je viens d'un milieu quand même bourgeois, et c'est vrai que le fait d'avoir voyagé, quand même, d'avoir vu ces cultures, me permet de voir autre chose. Je n'ai pas vu je n'ai pas connu que mon milieu à moi, d'une certaine façon. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, quand on est acteur, c'est important, en effet, de voyager et de s'ouvrir aux cultures et au monde. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, mais en fait, c'est peut-être pour ça que je disais, parce que évidemment, ça n'a pas de sens de parler de jeu français ou anglais, mais par contre, dans la conduite de la carrière, il y a une envie de sortir de l'usage, de l'emploi qu'on a fait. Je ne supporterais pas d'avoir une étiquette. Voilà. C'est que les gens ont tendance, parce que bon, en tout cas en France, on aime bien mettre des étiquettes, hein. Mais c'est vrai que dans mon jeu, j'ai envie d'avoir un jeu peut-être sans frontières. Voilà. Oui, puis du coup d'échapper effectivement, enfin de pouvoir se transformer de film en film. C'est aussi ça un choix de carrière en fait, dans le fond, de choisir des films. Est-ce qu'on peut dire choix de carrière? Je sais pas, mais de choisir des films qui proposent des choses très différentes pour qu'à un moment donné, tu ne sois pas enfermé à un endroit. La vie d'Adèle, c'était très étonnant d'un seul coup de te voir dans ce film-là, puis après dans le film de Benoît Jacot. Enfin, c'est des univers très différents de cinéma. Une autre question. Merci beaucoup. Je vais passer devant. Bonjour. J'avais justement une question. Vous avez tourné un film en Suisse, L'Enfant d'en haut. Je voulais justement savoir, on va dire, ce que vous avez gardé comme souvenir de la Suisse. Peut-être est-ce qu'il y avait une différence au niveau de la manière de travailler. C'est vrai que, on va dire, les films suisses, on les compte sur les doigts de la main. Donc justement, et félicitations que c'était un très beau film. On entend un extrait tout à l'heure d'ailleurs. Alors, figurez-vous que d'ailleurs c'est une des raisons qui m'a donné envie de venir ici, enfin de revenir ici, parce que j'avais donc tourné ici avec Kessie qui est là. On peut l'applaudir, il peut se lever puisque. Lève-toi Kessie, on peut voir. Voilà. Il a beaucoup grandi depuis. Vous pouvez le voir, si jamais Kessie me déclare, vous pourrez le voir, pas mercredi qui vient, mercredi prochain, dans un film qui réunit également une autre invitée des Rencontres du 7e art, Fanny Ardon, dans un autre film d'Ursula Meyer, et c'est le 5 avril sur la télévision suisse, et ça s'appelle Le journal de ma tête. Voilà, je te laisse. Non, je vais le voir, j'ai pas envie de le voir. Ouais. Non mais voilà, donc Lausanne, on avait tourné là, et c'est vrai que quand je tourne, je m'imprègne des lieux dans lesquels je tourne, ça c'est sûr. Et que ça me dit quand même beaucoup de... Enfin, ça me donne beaucoup d'informations sur mon personnage, sur le contexte justement culturel, socio-culturel du film, tout ça. Et c'est... donc quand on tourne, enfin moi j'adore la vie à côté du tournage. Donc en fait le tournage. Enfin, non mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. J'adore tous ces gens, tous ces techniciens, tout ce qui se passe à côté en fait. Presque je préfère même peut-être les tournages au fait de jouer. Et comment on s'imprègne? Donc en fait, excusez-moi pour répondre à votre question, d'ici, d'être en Suisse, ben forcément, Kessie est suisse, Ursula, elle est moitié suisse,
Donc c'était aussi partager quelque chose d'Ursula que d'être ici. Et donc c'était très agréable. Après, est-ce que je peux dire qu'il y a vraiment une différence sur les metteurs en scène suisses? Je sais pas. Non, mais par contre, il y a quelque chose de fort dans le film qui souvent, alors là, on va être très régionaliste, mais c'est important et c'est quelque chose qui est très réussi dans le film. Souvent, quand des acteurs français vont venir jouer des gens qui sont censés être nés ici et vivre ici, il y a une sorte de décalage qui se produit. Parce qu'on se dit, ben voilà, le français de France est différent du français qu'on parle en Suisse romande ou qu'on parle dans le sud de la France. Et il y a quelque chose dans le film qui est très réussi. C'est une évidence le fait que le personnage principal soit suisse alors qu'il ne l'est pas du tout. Ça s'est vu chez très peu d'actrices. Je pense à Bulogier, des gens comme ça, quand on est dans beaucoup de films des années 70 de la nouvelle vague du cinéma suisse, où c'était une évidence. On avait l'impression qu'elles étaient là complètement, qu'elles avaient vécu toute leur vie ici. Et ton personnage dans le film, on a l'impression qu'il a vécu toute sa vie dans le Chablais. Mais ça, c'est quelque chose. On s'imprègne, on regarde les gens autour, on essaie de voir comment ça se passe pour toi en termes de préparation. Oui, c'est vrai qu'on s'imprègne, c'est sûr. Après, j'ai même pas pensé au fait qu'elle était suisse. Mais il y a des gens qui voyaient le film et qui me disaient ah ouais, super l'accent. Oui, c'est vrai. Alors que j'ai pas forcément l'accent, je crois pas. Mais tu trouves que j'ai un accent? Oui, non, pas un accent, mais c'est plus fin qu'un accent. C'est une façon de parler, c'est un phrasé, un rythme dans la voix, en fait. C'est souvent la chose qui trahit, c'est un rythme dans la voix. Et c'est très dur, je crois, d'être juste. Et là, c'est très très juste dans le jeu, je trouve. Bah écoute, merci beaucoup. Mais oui, c'est sûr que je m'imprègne des lieux, des gens. Ça, c'est une évidence. Et puis, c'est vrai, je dois dire que j'aime beaucoup tourner aussi en dehors de la France. Je me sens plus libérée. Alors on va peut-être voir un extrait, parce que je suis certain que vous avez tous vu L'Enfant d'en haut, mais on va voir un extrait parce qu'il y a une question qui suit, et après je repasserai le micro pour quelques questions encore. Tu veux qu'on passe te prendre quelque chose pour ce soir? Non, c'est bon. C'est pas ma soeur, c'est ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas ma soeur, c'est ma mère. Il dit quoi, ton frangin? Oh Louis, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ma soeur, c'est ma mère. Il a dit quoi là? Attends, Louis. Il a dit quelque chose, Louis. Louise, oh! Il dit n'importe quoi, ce gosse. Je t'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'as fini de dire n'importe quoi? Qu'est-ce que vous me faites là? Attendez, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces conneries? Dis n'importe quoi pour m'emmerder, voilà, c'est tout. Pas vrai, c'est elle qui ment. Mais il y a un problème là. Moi je vous laisse tous les deux discuter entre vous, descendez. Je te l'aurais dit de toute façon. Ça change quoi? Hein, ça change quoi? Mais tu vois pas ce que ça change? Pour toi ça change rien? Mais vous êtes complètement dingues tous les deux. Allez, sortez. Toi tu sors tout de suite. Je veux pas te voir. Sors de ta voiture. Vite. Descends. Toi aussi. Toi aussi. Je l'aurais dit, je te jure, je l'aurais dit. Tu me l'aurais dit, mais tu me l'aurais dit quand? C'est toi qui me l'as dit? C'est lui qui vient de me le dire. T'es complètement malade, vas-y, sors. Sors.
Oui, alors je suis juste là, tout à gauche. Je sais pas si vous me voyez. Déjà, je voulais dire que c'était que L'Enfant de Haut, c'était vraiment un film qui m'inspirait énormément. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir vous poser une question sur le film. Je voulais savoir, donc dans le cas de cette scène, par exemple, si vous savez directement, si vous avez réussi à être dans l'émotion juste ou dans ce que vous appelez cette justesse ou ce moment, est-ce que vous savez vraiment, paf, la prise est finie et vous savez que vous y avez réussi, ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous arrivez vous tout de suite à savoir ce que vous devez améliorer dans votre jeu pour obtenir cette justesse, ou si vous avez besoin vraiment de l'aide du réalisateur, du metteur en scène, de son regard extérieur pour pouvoir changer quelque chose dans votre jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez vous arrivez à prendre ce pas de recul après avoir été dans autant d'émotions pour savoir modifier et jouer avec vos outils d'actrice? Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours l'impression qu'il y a une scène juste. Quand c'est juste, c'est juste. En fait, on sait que c'est juste. Et quand c'est faux, c'est faux. On le sait aussi. Là, en l'occurrence, donc c'était Ursula qui réalisait, donc Ursula Meyer, qui a une personnalité bien trempée, qui dirige d'une façon qui est la sienne. Et je me souviens qu'avant cette scène, pareil, alors là, c'est comme avec Xavier, je suis la dernière qui passait, pour des raisons techniques. Et elle m'a dit, elle est venue me voir dans la loge, elle m'a dit, bon alors là Léa, elle parle vraiment comme ça. Bon tu vois Léa, là vraiment putain, tu vois, c'est vraiment la scène là, putain, il faut vraiment que, tu vois, c'est la scène, elle craque quoi, elle craque, tu vois. Il rit parce qu'elle enseigne ici, donc il va être très bien de quoi tu parles. Et donc moi j'étais dans ma loge et tout, hyper angoissée évidemment à l'idée de cette scène, parce que je savais que c'était la scène où le secret était révélé. Donc je dis putain Ursula, tu me saoules là, tu vois pas que... Non mais oui mais je sais que c'est la scène où il faut qu'elle craque et tout. Et elle me dit ouais. Donc, et en fait ça m'énervait qu'elle vienne me dire, justement comme on disait, qu'elle exprime en fait son angoisse. J'aurais préféré qu'elle la garde pour elle. Et donc le fait qu'elle me le dise, j'avais encore plus la pression. Et donc je lui dis ouais bon attends Ursula, ok je te fais la scène mais je te fais une prise, c'est tout, une prise. Parce que donc aussi ce truc de quand on monte ses émotions, après moi je suis toujours un peu, j'ai l'impression de me mettre à nu et tout, donc je savais qu'il fallait que je me mette dans cet état. Et donc j'ai fait la prise, donc, la dernière, j'étais la dernière à passer. Et donc j'ai fait en effet cette prise tout de suite. Et je suis sortie comme ça, hyper énervée de la voiture. Et après elle est venue me voir, elle m'a dit ouais super ma poule, super ma poule. et voilà, je lui ai dit ouais bah, je la refais pas. Hein. Genre, elle m'a dit bon ok c'est bon, j'avais ce que je voulais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Là, on vient de voir d'où venait l'acclimatation à l'accent suisse et tout ça. En fait, c'est juste par... voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je peux peut-être parler. Non, parce que comme c'est radio-diffusé par la suite, il faut que vous parliez dans le micro, qu'on garde une trace de votre intervention. Bonjour. Bonjour. Je viens d'apprendre ce soir que vous n'avez jamais joué au théâtre. Et, enfin, ça m'interpelle un peu parce que, enfin, vu ce que j'ai vu dans vos films, je pense que vous arriveriez très bien à jouer. Puis justement, il y a cette espèce de délicatesse, cette justesse. Vous disiez aussi d'être dans le vrai, la recherche de la vérité. Ben, je pense que le théâtre, ça serait bien pour ça. Du coup, je me demandais juste si vous avez envie, peut-être plus tard, ou pas du tout. Voilà. Si, j'aimerais bien jouer au théâtre. Mais j'avoue que je suis pas une grande fan de théâtre. En fait, c'est vrai que j'ai pas honte de le dire, mais moi je m'ennuie un peu au théâtre. Mais j'aimerais bien en fait jouer au théâtre parce que j'aimerais savoir ce que c'est que d'être sur scène devant des gens. Et cet exercice-là, qui
est un autre exercice, puisqu'il faut répéter juste tous les soirs la même chose. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse. Mais c'est jamais la même chose, justement. Oui, bien sûr que c'est pas la même chose. Mais je veux dire, c'est le même texte avec les mêmes acteurs et la même scène. Mais est-ce qu'on t'a déjà proposé, par contre, et que tu as refusé? On m'a pas proposé, mais je devais avoir peut-être un projet avec un metteur en scène qui, malheureusement, est mort. Mais... C'est pas de chance. Pour nous, surtout. On verra. Une dernière question. Peut-être passer le micro si vous êtes là. Juste de l'autre côté, madame est juste là. Voilà. Puis encore une en haut. Si, alors, vous m'entendez? Parlez bien fort. Oui, je vous entends. Oui. Alors, je pense qu'on est toujours sur votre charme. On admire ce que vous faites. Attendez, prenez le mien. On admire en fait vos rôles dans les films, mais il y a quelque chose de très touchant, d'original, de naturel et de modeste en même temps, vous, et dans la façon comment vous parlez. J'ai peut-être envie de vous poser une question avec votre parcours qui est fascinant, je veux dire professionnel, mais aussi parcours de vie. Et une question, vous l'avez dit, vous êtes ouvert à toutes les cultures, mais j'ai envie de revenir un peu dans l'enfance, ces liens particuliers que vous avez avec une culture africaine, avec le Sénégal. Et j'aimerais savoir, oui, quel impact ça a dans votre vie. Et puis, peut-être, est-ce que vous avez envie d'en faire quelque chose? Je sais que vous parlez aussi le Wolof, donc est-ce que voilà, ça vous inspire? Est-ce que vous y pensez? Faire quelque chose, un film ou Est-ce que tu peux dire quelques mots au Wolof maintenant? Non, mais j'ai trop honte parce qu'il y a Karine qui parle Wolof. Tu parles Wolof? Non? Magnifique. Alors, non, mais je suis nulle. Non, mais ma mère parle Wolof. Moi, je parle pas Wolof. Mais non, c'est vrai que c'est pareil. Oui, j'ai été donc surtout dans cette île qui se trouve à côté de Dakar, qui s'appelle Gorée, quand j'étais enfant. Donc j'ai passé pas mal de temps là-bas et ça m'a. C'est vrai que ça m'a apporté, je pense, un rapport à la liberté. Qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les enfants sont totalement libres. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrainte. Tout est... Comment dire... Après, c'est un endroit où c'est une île où il n'y a pas de voiture. Et comme ça, les enfants sont libres, en fait, se déplacent comme ils veulent, vont chez les uns, vont chez les autres. C'est une façon de vivre qui est très différente de la nôtre. Donc, quand j'étais enfant, oui, c'était fascinant. Ça m'a beaucoup, forcément, inspirée. Et en même temps, je me sentais différente. J'étais pas comme eux. Donc il y a toujours ce sentiment aussi quand même d'être un peu toujours à côté. On va prendre une dernière question tout en haut. Monsieur. Bonsoir. Parlez bien fort dans le micro. Hein. Vous m'entendez? Alors oui. Alors ma question, ce serait en fait quand vous lisez un scénario et vous imaginez un personnage, il y a ce que vous dites, et puis après quand vous jouez, il y a ce que vous montrez avec les sous-textes, avec les mimiques, parce que j'appellerais le sous-texte. Est-ce que cette idée du sous-texte, vous la faites tout seul quand vous lisez le scénario, vous imaginez le personnage, ou est-ce que vous consultez avec le réalisateur, je sais pas, les autres? C'est intéressant. C'est ma question. Non, mais c'est vrai. Le sous-texte, c'est son sentiment, c'est sa subjectivité. Enfin, c'est comment nous on transforme, comment les choses nous parviennent. Donc le sous-texte, en général, personnellement, j'aime bien le garder pour moi. Et c'est justement avec le sous-texte que je joue. Le cinéma, c'est le langage de l'image, et c'est l'art de l'image, c'est pas l'art des mots. L'art des mots, c'est la littérature. Le cinéma, c'est pas l'art des mots, c'est l'art du sous-texte. C'est l'art de ce qui ne s'exprime qu'à travers l'image. Donc forcément que si on joue les choses premier degré et qu'on se contente de dire le texte, bah non.
En fait, c'est pas le comment je peux dire, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qui vient au cinéma. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement. Donc il faut exprimer le sous-texte. Et d'ailleurs, j'avoue que c'est très amusant d'exprimer le sous-texte. Enfin, c'est jubilatoire, c'est très excitant. Il y a beaucoup de comédiennes qui... Merci. Il y a beaucoup de comédiennes qui sont passées à la réalisation. Il y a des comédiens comme Vincent Pérez avec talent qui ont décidé de franchir une étape, pas supplémentaire, mais d'aller aussi dans une autre direction. Quand on t'entend parler de désir que tu as, de pouvoir gérer les personnages, d'imaginer quelque chose, c'est quelque chose qui te tente de passer à la réalisation. Peut-être, mais alors pas tout de suite. Parce que, en fait, je perçois des choses. Je commence à comprendre un peu ce que j'aime pas au cinéma. Enfin, voilà. Mais j'ai pas assez confiance en moi pour raconter une histoire, je pense. Ou alors je sais pas si le support c'est à travers la réalisation que je pourrais exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive mieux à m'exprimer quand je joue. Voilà. Merci d'avoir combattu cette timidité, mais merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et pour cette franchise par rapport à ce travail. Merci infiniment. Merci à vous. Bonjour, c'est Vincent Pérez. N'hésitez pas à suivre les rencontres 7e art.